Vous êtes-vous déjà arrêté un instant, juste pour mesurer le temps précieux de votre vie, que vous avez passé à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? Combien d'heures, de jours, d'années avez-vous investi à vous modeler, à vous contorsionner, pour devenir cette version, cette caricature de vous-même, que vous pensiez être plus acceptable aux yeux des autres? Et si je vous disais que cette lutte intense, cette guerre acharnée contre vous-même, est la source principale, la racine la plus profonde de votre souffrance? Et si la chose la plus transformatrice que vous puissiez faire était exactement l'opposé de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Carl Jung, ce géant de la psychologie, a découvert quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Andrew Huberman, lui, l'a confirmé. Preuves neuroscientifiques à l'appui. Et ce que ces deux esprits brillants ont révélé contredit frontalement ce que la société nous serine à longueur de journée. À propos du soi-disant développement personnel, la vérité brutale, celle qui fait peur, celle que l'on préfère ignorer, est la suivante. Tant que vous serez en guerre contre votre être authentique, vous ne connaîtrez jamais la paix. Tant que vous rejetterez, que vous renierez des parties de vous-même, vous resterez incomplet, fragmenté. Tant que vous ferez semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous ne goûterez jamais à la liberté, à la joie simple d'exister. La chose la plus terrifiante, disait Jung, c'est d'accepter, de s'accepter pleinement, entièrement. Et il avait raison, c'est terrifiant, parce que cela remet en question tout ce que l'on a construit, toute notre identité, mais c'est aussi, et surtout, la seule porte, le seul chemin vers l'intégrité, vers la plénitude. Jung a passé des décennies à étudier ce processus, qu'il a baptisé individuation. C'est le chemin, le parcours initiatique par lequel une personne devient réellement, pleinement, elle-même. Pas celle que ses parents voulaient qu'elle soit, pas celle que la société lui dicte d'être, mais celle qu'elle est, au plus profond de son être, dans son essence la plus pure. Et il a fait une découverte cruciale. L'individuation, cette quête de soi, est impossible sans une acceptation de soi radicale, inconditionnelle. Remarquez bien, le mot radical. Je ne parle pas d'une auto-acceptation conditionnelle, sélective. Non, pas d'accepter uniquement les parties de vous-même, que vous aimez, que vous jugez acceptables, tout en rejetant, en refoulant, les parties que vous considérez comme honteuses, comme inacceptables. Je parle d'accepter tout, la lumière et l'ombre. Le beau le laid, le noble le vil, le honteux. Jung a observé que la majeure partie de notre souffrance psychologique provient d'une scissure, d'une rupture interne. Nous nous divisons, nous nous fragmentons en parties acceptables et en parties inacceptables. Les parties acceptables forment notre persona, ce masque, cette façade que nous présentons au monde extérieur. Les parties inacceptables sont reléguées, sont empilées, sont repoussées dans l'ombre, dans la sombre, dans la profonde, dans la ténébreuse cave de notre psyché, où nous cachons, où nous enfouissons tout ce que nous ne voulons pas voir, tout ce que nous n'osons pas regarder en face. Mais voilà le problème. Ce que vous repoussez dans l'ombre ne disparaît pas, jamais. Cela reste là, tapi dans l'ombre, exerçant une influence sournoise, insidieuse, sur vous, d'une manière que vous ne percevez même pas. Cela sabote vos relations, cela déforme vos perceptions, cela vous maintient prisonnier de schémas répétitifs, de cycles, d'autodestruction. La seule façon de se libérer, de briser ces chaînes invisibles, est de ramener, de faire remonter l'ombre à la lumière. Et cela requiert, cela exige d'accepter, d'intégrer que ces parties, ces aspects, existent bel et bien en vous. Huberman apporte une perspective neurologique fascinante à tout cela. Il explique que le cerveau humain
à un besoin fondamental de cohérence interne. Lorsqu'il y a un conflit, une guerre, entre les différentes parties de nous-mêmes. Lorsque nous sommes en guerre interne, cela provoque un état de stress chronique qui, littéralement, endommage notre système nerveux. Des recherches récentes confirment cela de manière étonnante. Des études publiées en 2024 montrent une corrélation négative forte entre l'acceptation de soi et la dépression. Plus une personne s'accepte, plus elle est susceptible, moins elle risque d'expérimenter, de ressentir des symptômes dépressifs. La corrélation est de moins 0,75, ce qui est extraordinairement élevé pour la recherche psychologique. Cela ne signifie pas que l'acceptation de soi guérit, comme par magie, la dépression. Cela signifie que la guerre interne que nous menons contre nous-mêmes est une source significative de souffrance et que mettre fin à cette guerre a des effets profonds, considérables sur notre bien-être, sur notre épanouissement. Laissez-moi vous parler d'Antoine. Antoine est venu me consulter à 52 ans, en pleine crise existentielle. Il avait construit une vie qui, vue de l'extérieur, semblait parfaite. Une carrière réussie, une famille stable, une reconnaissance professionnelle, mais à l'intérieur, il se sentait complètement vide. Lorsque nous avons commencé à explorer son histoire, il est devenu clair ce qui s'était passé dès son enfance. Antoine avait appris que certaines parties de lui étaient inacceptables. Sa sensibilité émotionnelle était qualifiée de faiblesse, sa créativité était perçue comme une impraticabilité, comme un manque de sérieux. Son désir de connexion profonde était interprété comme un besoin excessif, comme de la dépendance affective. Alors Antoine a fait ce que beaucoup d'entre nous font. Il a repoussé ces parties de lui au plus profond de lui-même. Il a construit une persona, un masque d'homme fort, de personne pragmatique, d'individu indépendant. Et cette persona a fonctionné. Elle lui a apporté un succès extérieur. Elle lui a valu l'approbation des autres. Elle lui a donné tout ce que la société nous dit que cela devrait apporter, le bonheur. Mais cela lui a aussi apporté un vide, un sentiment de vacuité grandissant, parce que la personne qui vivait cette vie n'était pas réellement Antoine. C'était un masque qu'Antoine portait pour se sentir acceptable. À 52 ans, le masque a commencé à se fissurer, l'ombre a commencé à émerger. Et Antoine s'est retrouvé confronté à toutes ces parties de lui-même qu'il avait passées des décennies à rejeter. Le processus a été douloureux. Accepter sa sensibilité après 50 ans, à la qualifier de faiblesse. Accepter sa créativité après 50 ans, à la supprimer, à l'étouffer. Accepter son désir de connexion après 50 ans, à faire semblant de n'avoir besoin de personne. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit à partir du moment où Antoine a cessé de lutter contre lui-même. L'énergie qu'il dépensait à maintenir certaines parties de lui-même réprimées est devenue disponible pour d'autres choses. Il a découvert qu'il était capable de beaucoup plus qu'il ne l'imaginait, non pas malgré ses parties rejetées, mais grâce à elles. La sensibilité qu'il avait qualifiée de faiblesse s'est révélée comme une capacité extraordinaire d'empathie. La créativité qu'il avait supprimée a émergé comme une source de solutions innovantes. Le désir de connexion qu'il avait nié s'est transformé
en relation, profondément, significative, Antoine n'est pas devenu une personne différente. Il est devenu, plus complètement, la personne qu'il avait toujours été. Il a intégré des parties de lui-même qui avaient été exilées. Et dans ce processus, il a trouvé une paix qu'il n'avait jamais connue. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est devenir qui vous êtes vraiment. Huberman offre une perspective complémentaire sur pourquoi cela fonctionne. Il parle d'un concept appelé autoconnexion qui implique 3 composants: la conscience, l'acceptation et l'alignement. La conscience, c'est simplement reconnaître ce qui se passe en vous, vos pensées, vos émotions, vos impulsions, vos désirs, sans jugement, sans essayer de changer, juste voir clairement ce qui est là. L'acceptation, c'est pour l'étape suivante, c'est permettre à ce que vous avez vu d'exister sans résistance. Cela ne signifie pas approuver tout, cela ne signifie pas agir selon chaque impulsion. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie à lutter contre la réalité de qui vous êtes. L'alignement, c'est le résultat lorsque vous êtes conscient de vous-même et que vous acceptez ce que vous voyez. Vous pouvez alors faire des choix qui sont alignés avec qui vous êtes vraiment, pas avec qui vous pensez devoir être, pas avec qui les autres veulent que vous soyez, mais avec. C'est votre vérité la plus profonde. Cet alignement produit ce que Huberman décrit comme un état de cohérence neuronale. Différentes parties du cerveau travaillent ensemble au lieu d'être en conflit. Le résultat, c'est plus d'énergie disponible, moins de stress chronique et une clarté mentale accrue. Mais pourquoi est-ce si difficile de s'accepter réellement, inconditionnellement? Pourquoi la plupart des gens passent-ils leur vie entière en guerre contre eux-mêmes? Carl Jung avait une explication profonde à ce sujet. Il observait que, dès le plus jeune âge, nous apprenons que certaines parties de nous-mêmes sont inacceptables. Nos parents, nos professeurs, nos camarades, la société dans son ensemble, nous enseignent que pour être aimés et acceptés, nous devons cacher certaines choses sur nous-mêmes. Un enfant qui est puni pour avoir exprimé sa colère apprend à cacher sa colère. Un enfant qui est ridiculisé pour avoir pleuré apprend à cacher sa tristesse. Un enfant qui est rejeté pour être différent apprend à cacher sa singularité. Ces parties rejetées ne disparaissent pas. Elles vont dans l'ombre jungienne. Et là qu'elles demeurent, exerçant une influence inconsciente sur toute notre vie. Le problème, c'est que ces messages de rejet ont été intériorisés si tôt et si profondément que nous ne réalisons même pas qu'ils sont opérationnels. Nous pensons que ce sont des vérités objectives sur nous-mêmes. Nous ne réalisons pas que ce sont des constructions que nous avons apprises et que nous pouvons désapprendre. Andrew Huberman explique la neuroscience derrière tout ça. Les schémas de pensée et de comportement qui sont répétés fréquemment pendant le développement se automatisent. Ils deviennent le mode de fonctionnement par défaut du cerveau. Changer ces schémas requiert un effort conscient et de la répétition. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Il peut changer à n'importe quel âge. Des recherches récentes montrent que la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser, continue tout au long de la vie. Vous n'êtes pas prisonnier des schémas que vous avez développés dans l'enfance, mais changer requiert de l'intentionnalité, requiert des pratiques spécifiques,
requiert de la persistance. Une des approches les plus efficaces pour développer l'acceptation de soi inconditionnelle est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Des recherches montrent que cette approche, axée sur l'acceptation des pensées et des émotions difficiles, au lieu de lutter contre elles, produit des résultats significatifs pour une variété de conditions psychologiques, mais vous n'avez pas besoin d'être en thérapie formelle pour commencer à pratiquer l'acceptation de soi. Il existe des pas concrets que vous pouvez faire maintenant. Le premier pas est simplement de réaliser quand vous êtes en guerre contre vous-même. Observez les moments où vous vous critiquez, les moments où vous vous rejetez, les moments où vous souhaitez être différent de ce que vous êtes. N'essayez pas de changer ces moments immédiatement. Observez simplement la conscience est le premier pas de la transformation. Carl Jung recommandait une pratique qu'il appelait l'observation de l'ombre. Quand vous avez une réaction émotionnelle forte à quelqu'un, spécialement une réaction négative, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne reflète de moi que je ne veux pas voir ?» Fréquemment, ce qui nous irrite le plus chez les autres sont des qualités que nous rejetons en nous-mêmes. Si vous détestez les personnes arrogantes, peut-être existe-t-il une arrogance en vous que vous refusez de reconnaître. Si vous méprisez les personnes nécessiteuses, peut-être existe-t-il un besoin en vous que vous avez appris à cacher. Si vous jugez les personnes qui expriment de la colère, peut-être existe-t-il une colère en vous que vous ne vous êtes jamais permis de ressentir. Cela ne signifie pas que vous êtes hypocrite. Cela signifie que vous êtes humain. Nous avons tous des ombres. La différence réside dans celui qui les reconnaît et celui qui les nie. Le deuxième pas est de commencer à questionner les narrations que vous vous racontez sur vous-même. Les histoires sur qui vous êtes, ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, ce qui est acceptable et inacceptable chez vous. D'où viennent ces histoires? Sont-elles vraiment les vôtres? Ou les avez-vous héritées d'autres? Vous servent-elles encore ou perpétuent-elles simplement des limitations que vous pourriez transcender? Andrew Huberman parle de quelque chose qu'il appelle la réévaluation cognitive. Cela implique de réinterpréter consciemment des expériences et des caractéristiques que vous avez toujours vues négativement, non pas pour nier la réalité, mais pour voir une réalité plus complète. Cette sensibilité que vous avez toujours vue comme une faiblesse est aussi une capacité d'empathie profonde. Cette intensité que vous avez toujours vue comme un problème est aussi une source de passion et d'engagement. Cette différence que vous avez toujours vue comme un défaut est aussi une singularité qui vous rend unique. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle. C'est reconnaître que toute caractéristique a de multiples faces, que ce que vous avez appris à appeler un défaut est fréquemment aussi une force non reconnue. Le troisième pas est de pratiquer l'autocompassion. Beaucoup d'entre nous se traitent d'une manière dont ils ne traiteraient jamais un ami cher. Nous nous critiquons implacablement. Nous nous punissons pour des erreurs. Nous nous refusons la grâce que nous offrons librement à d'autres. L'autocompassion n'est pas de l'auto-indulgence. Ce n'est pas cesser d'avoir des standards. C'est simplement reconnaître que vous êtes humain, que les humains commettent des erreurs, que vous méritez la même gentillesse que vous offririez à toute personne qui souffre. Des recherches montrent que l'autocompassion est fortement associée au bien-être psychologique. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont moins d'anxiété, moins de dépression, plus de résilience face à l'adversité. Carl Jung avait une perspective intéressante à ce sujet. Il notait que beaucoup de personnes se traitent cruellement parce qu'elles croient que c'est ça qui les maintiendra motivées. Elles ont peur que si elles arrêtent de se critiquer, elles deviendront paresseuses ou complaisantes. Mais l'opposé est vrai. L'autocritique constante draine l'énergie. Elle crée un état de stress chronique qui diminue la capacité cognitive et la créativité. Les personnes qui s'acceptent ne sont pas moins motivées. Elles ont plus d'énergie disponible parce qu'elles ne dépensent pas tout en guerre interne.
Le quatrième pas est le plus défiant. C'est accepter les parties de vous que vous rejetez le plus, les parties que vous considérez vraiment inacceptables. Pour certaines personnes, cela peut être de la colère réprimée. Pour d'autres, cela peut être de la sexualité non exprimée. Pour d'autres, encore, cela peut être de l'ambition cachée ou un besoin de reconnaissance qu'elles ont appris à nier. Carl Jung était très clair à ce sujet. Tant que vous rejetterez une partie de vous-même, vous resterez incomplet. L'individuation requiert une intégration totale, pas d'agir selon chaque impulsion, mais de reconnaître que chaque impulsion existe et a sa place dans la totalité de qui vous êtes. Cela ne signifie pas que vous devez exprimer toute la colère que vous ressentez ou agir selon chaque désir que vous avez. Cela signifie que vous devez reconnaître que la colère et le désir existent en vous, qu'ils font partie de vous, que vous pouvez choisir ce que vous faites avec eux sans avoir à faire semblant qu'ils n'existent pas. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Léa a grandi dans une famille religieuse où toute expression de colère était vue comme un péché. Elle s'est appris dès le plus jeune âge à supprimer toute colère, à être toujours gentille, toujours patiente, toujours pardonnant. De l'extérieur, Léa semblait être une personne merveilleuse, toujours calme, toujours compréhensive. Jamais un mot dur, mais intérieurement, la colère refoulée s'accumulait. Elle émergeait de manière détournée. Des commentaires passifs-agressifs, un ressentiment chronique, des problèmes physiques liés au stress, des explosions occasionnelles qui semblaient sortir de nulle part et laisser Carla honteuse d'elle-même. Quand Carla a commencé à travailler avec son ombre jungienne, elle a dû affronter quelque chose de terrifiant. Elle avait énormément de colère. Colère de la façon dont elle avait été traitée. Colère des injustices qu'elle avait subies. Colère qu'elle avait passé des décennies à feindre d'ignorer. Le processus n'a pas consisté à exprimer cette colère de manière destructive. Il a consisté à reconnaître qu'elle existait, à lui permettre d'avoir de l'espace, à comprendre d'où elle venait et ce qu'elle essayait de communiquer. La colère de Carla essayait de dire quelque chose d'important. Elle disait que des limites avaient été violées, qu'elle avait été traitée injustement, qu'elle méritait mieux que ce qu'elle avait reçu. Quand Carla a cessé de lutter contre sa colère et a commencé à l'écouter, quelque chose de transformateur s'est produit. La colère ne l'a pas dominée, elle l'a informée. Elle a commencé à établir des limites saines, à se défendre quand c'était nécessaire, à cesser de tolérer en silence un traitement qu'elle acceptait auparavant. Carla n'est pas devenue une personne colérique, elle est devenue une personne complète, une personne qui pouvait ressentir toute la gamme des émotions humaines sans être contrôlée par aucune d'entre elles. C'est l'intégration de l'ombre en action, un concept clé exploré par Carl Jung. Huberman offre une perspective neurologique sur la raison pour laquelle cette intégration fonctionne. Il explique que les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles sont stockées dans le corps et le système nerveux. Elles continuent d'activer des réponses de stress, même lorsqu'elles ne sont pas consciemment perçues. Quand vous permettez à une émotion refoulée d'être ressentie consciemment et traitée, quelque chose de spécifique se produit dans le cerveau, l'activation de l'amygdale. Le centre de la peur et de la réponse au stress diminue. Le cortex préfrontal, associé à la régulation émotionnelle et à la prise de décision, prend davantage le contrôle. En d'autres termes, traiter les émotions refoulées modifie littéralement le fonctionnement de votre cerveau. Vous passez d'un état dominé par des réactions automatiques à un état de plus grand contrôle conscient. Une notion que l'on pourrait rapprocher des travaux de neuroscientifiques français contemporains. Je veux parler d'un paradoxe que Jung a identifié à propos de l'acceptation de soi inconditionnelle. Il a noté que le changement genuino n'est possible que lorsque vous arrêtez d'essayer de changer. Cela semble contradictoire, mais c'est d'une logique profonde. Tant que vous êtes en guerre contre des parties de vous-même, votre énergie est concentrée sur la lutte. Vous n'avez pas de ressources disponibles pour une croissance véritable. Vous êtes pris au piège dans un cycle de rejet et de résistance. Quand vous acceptez qui vous êtes à cet instant précis, même les parties que vous voudriez différentes
quelque chose d'étonnant se produit. L'énergie que vous dépensiez dans la lutte devient disponible. Et alors, un changement genuineux devient possible. Jung a exprimé cela de manière mémorable. Seul quand je m'accepte tel que je suis, puis-je changer. Ce paradoxe est fondamental pour comprendre comment la transformation réelle se produit. Huberman confirme cela avec la neuroscience. Il explique que les états de stress chroniques, comme la guerre interne contre soi-même, diminuent la neuroplasticité. Le cerveau en mode défense n'est pas optimisé pour l'apprentissage et le changement. Il est optimisé pour la survie. Quand vous cessez de lutter contre vous-même, quand vous entrez dans un état d'acceptation, le stress chronique diminue. Et avec cela, la capacité du cerveau à changer augmente. Vous créez littéralement des conditions neurologiques plus favorables à la transformation que vous désirez. Cela ne signifie pas que vous devez accepter des comportements destructeurs ou cesser de rechercher la croissance. Cela signifie que la base d'une croissance véritable est l'acceptation du point de départ. Vous ne pouvez aller nulle part si vous n'acceptez pas où vous êtes maintenant. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. Pendant des années, j'ai lutté contre une partie de moi que je considérais comme inacceptable. Ma tendance à l'introspection profonde était quelque chose que je voyais comme un défaut. Je pensais que je devais être plus extraverti, plus sociable et plus normal. J'ai dépensé une énergie énorme à essayer d'être différent de ce que j'étais, en me forçant à des situations sociales qui m'épuisaient, en me critiquant pour préférer les livres aux fêtes, en essayant de me mouler dans un format qui ne me correspondait pas. Quand j'ai finalement arrêté de lutter, quand j'ai finalement accepté que l'introspection profonde était simplement qui j'étais, quelque chose de transformateur s'est produit. Ce que je voyais comme un défaut s'est révélé être une force extraordinaire. La capacité de réflexion que j'avais rejetée était exactement ce qui me permettait de comprendre des choses que d'autres ne percevaient pas. Je ne suis pas devenu extraverti. Je suis devenu une version plus complète de moi-même, une version qui n'était plus en guerre interne, une version qui pouvait utiliser ses caractéristiques naturelles au lieu de lutter contre elles. Et c'est la promesse de l'acceptation de soi inconditionnelle, non pas que vous deviendrez parfait, non pas que tous vos problèmes disparaîtront, mais que vous aurez accès à la totalité de qui vous êtes. Et à partir de cette totalité, vous pouvez construire une vie qui est genuinement la vôtre. Je veux aborder une objection commune à tout cela. Beaucoup de personnes demandent si j'accepte qui je suis. Cela ne signifie-t-il pas que je vais cesser de m'améliorer? Si j'accepte mes défauts, ne vais-je pas rester coincé dedans pour toujours? Cette objection révèle un malentendu fondamental sur l'acceptation de soi inconditionnelle. L'acceptation de soi n'est pas de la complaisance, ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas abandonner l'idée de grandir. L'acceptation de soi, c'est voir clairement qui vous êtes à cet instant précis, sans distorsion, sans déni, sans jugement paralysant. Et à partir de cette vision claire, faire des choix conscients sur qui vous voulez devenir. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous êtes trop occupé à rejeter. L'acceptation de soi est le prérequis au changement genuineux, et non l'obstacle à celui-ci. Jung avait une métaphore puissante pour cela. Il comparait la personne qui rejette des parties d'elle-même à quelqu'un essayant de construire une maison tout en niant l'existence d'une partie du terrain. Vous pouvez construire quelque chose, mais ce sera instable. Ce sera toujours menacé parce que vous faites semblant de ne pas être là. La personne qui accepte toutes les parties d'elle-même peut construire sur des fondations solides, non pas parce que le terrain est parfait, mais parce qu'elle travaille avec la réalité de ce qui existe, au lieu d'une fantaisie de ce qu'elle voudrait qu'il existe. Huberman ajoute que, d'un point de vue neurologique, le déni d'aspect de soi-même crée ce qu'il appelle une incongruence cognitive. Le cerveau sait que vous vous mentez à vous-même. Et ce mensonge génère un état de stress de bas niveau qui draine continuellement les ressources. Quand vous cessez de vous mentir à vous-même, quand vous acceptez la vérité de qui vous êtes, cette incongruence disparaît. Le cerveau peut se détendre. Les ressources qui étaient dépensées à maintenir le mensonge deviennent disponibles à d'autres fins. Parlons de ce qui se passe neurologiquement. Lorsque vous acceptez enfin qui vous êtes,
vraiment. Des recherches utilisant la neuroimagerie montrent que les états d'acceptation de soi sont associés à des schémas spécifiques d'activité cérébrale. On observe une augmentation de l'activité dans le cortex préfrontal médian, une région associée à la connaissance de soi et à l'intégration des expériences, et une diminution de l'activité dans l'insula, une région associée aux états aversifs et à l'inconfort. En d'autres termes, quand vous êtes en paix avec vous-même, votre cerveau fonctionne différemment de quand vous êtes en guerre contre vous-même, et ces différences ont des conséquences réelles sur la façon dont vous vous sentez, dont vous pensez et dont vous agissez. Les personnes en état d'acceptation de soi inconditionnelle font preuve d'une plus grande créativité. Elles ont accès à plus de ressources cognitives parce qu'elles ne gaspillent pas d'énergie en autodéfense. Elles prennent de meilleures décisions parce qu'elles ne sont pas déformées par l'auto-jugement. Elles font aussi preuve d'une plus grande résilience. Quand vous ne vous attaquez pas constamment, vous avez plus de ressources disponibles pour faire face aux défis extérieurs. L'adversité, qui viendrait du monde extérieur, ne s'ajoute pas à l'adversité que vous créez intérieurement. Carl Jung l'a observé cliniquement, des décennies avant que nous ayons la technologie pour le confirmer neurologiquement. Il a noté que les personnes qui avaient intégré leur ombre, qui avaient accepté la totalité d'elles-mêmes, démontraient une stabilité et une force que les personnes divisées intérieurement n'avaient pas. Il a appelé cela l'individuation complète, l'état d'être une personne entière, au lieu d'une collection de fragments en guerre. Et il a vu que cet état produisait non seulement la paix intérieure, mais aussi une plus grande efficacité dans le monde extérieur. Laissez-moi vous donner quelque chose de pratique à faire dès maintenant. Premièrement, écrivez une liste des choses que vous rejetez le plus chez vous. Ne jugez pas cette liste. Écrivez simplement les caractéristiques que vous détestez le plus chez vous, les impulsions que vous craignez le plus, les parties de vous que vous aimeriez le plus qui n'existent pas. Deuxièmement, pour chaque élément de cette liste, demandez-vous, où ai-je appris que c'était inacceptable? Était-ce un message de mes parents, de professeurs, de collègues, de la culture? Souvent, vous découvrirez que vous rejetez des parties de vous-même sur la base de messages que vous avez absorbés des autres et non sur des vérités objectives, sur qui vous êtes. Troisièmement, pour chaque élément, demandez-vous, existe-t-il une force cachée dans cette caractéristique? La sensibilité que vous détestez peut aussi être de l'empathie. L'intensité que vous rejetez peut aussi être de la passion. La différence que vous craignez peut aussi être une singularité précieuse. Quatrièmement, pratiquez simplement le fait de permettre à ces parties d'exister, sans lutter contre elles. Cela ne signifie pas agir selon chaque impulsion. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie, à faire semblant qu'elle n'existe pas. Cela signifie dire intérieurement, oui, cette partie de moi existe, et c'est OK qu'elle existe. Cinquièmement, observez ce qui se passe quand vous arrêtez de lutter. Souvent, les gens découvrent que les parties qu'ils craignaient le plus, quand elles sont reconnues et acceptées, perdent une grande partie de leur pouvoir destructeur. Ce qui était monstre dans l'obscurité est souvent juste un aspect humain normal quand il est amené à la lumière. Carl Jung avait une phrase qui capture cela parfaitement. Il a dit que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. La lumière vient, non pas en fuyant l'obscurité, mais en y apportant de la conscience. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement déjà fatigué de la guerre intérieure. Vous êtes probablement déjà épuisé d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous sentez probablement déjà que quelque chose doit changer. Le changement que vous recherchez ne vient pas de plus d'efforts pour vous transformer en une autre personne. Il vient d'arrêter de lutter contre qui vous êtes. Il vient de finalement, radicalement, complètement, accepter la personne que vous avez toujours été. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait.
Cela signifie que vous êtes humain et que votre humanité, avec toutes ses complexités et contradictions, est précisément ce que vous êtes venu vivre ici. Jung a dédié sa vie à comprendre comment les gens deviennent entiers. Andrew Huberman utilise la neuroscience moderne pour confirmer ce que Jung a intué. Et le message des deux est le même. Vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes capable d'être tant que vous rejetez qui vous êtes maintenant. Le cheminement commence par l'acceptation. Il ne se termine pas là, mais il commence là. Tout le reste, toute croissance, toute transformation, toute réalisation de potentiel découle de ce point de départ. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur l'acceptation de soi inconditionnelle, si elle vous a montré que la guerre que vous menez contre vous-même peut finalement se terminer, laissez un commentaire en écrivant « Je m'accepte ». Je veux savoir combien de personnes ici sont prêtes à arrêter de lutter. Et si vous voulez soutenir ce travail, le bouton de Super Thanks est juste en dessous. Chaque contribution me permet de continuer à produire du contenu qui combine la profondeur de Carl Jung avec la science d'Andrew Huberman. Carl Jung a dit que la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Andrew Huberman a montré que cette acceptation change littéralement la façon dont votre cerveau fonctionne. Ensemble, ils nous invitent à faire quelque chose de radical. Arrêter d'être les ennemis de nous-mêmes, arrêter de lutter contre notre propre nature, arrêter d'essayer d'être qui nous ne sommes pas, et commencer, enfin, à être qui nous avons toujours été. La personne complète que vous pouvez devenir n'existe pas dans un futur lointain, après que vous vous soyez réparé. Elle existe maintenant, attendant d'être acceptée, attendant d'être reconnue, attendant que vous arrêtiez de lutter. Assez longtemps pour réaliser qu'elle a toujours été là. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon, tel que vous êtes. Vous l'êtes. La question est de savoir si vous êtes prêt à le croire. Et quand vous le serez, quand vous accepterez finalement qui vous êtes, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Vous aviez tout ce dont vous aviez besoin depuis le début. Vous étiez juste trop occupé à le rejeter pour le réaliser. La paix que vous recherchez n'est pas de l'autre côté. De devenir une autre personne, elle est de l'autre côté, d'accepter la personne que vous êtes déjà. Et cette acceptation est disponible pour vous, maintenant, à cet instant, si vous le choisissez. Choisissez